Chers amis, bonsoir. C'est avec joie que nous nous retrouvons pour ce nouveau numéro d'Info pour tous. Et nous rappelons qu'au cours de cette émission, nous revisitons certains sujets qui font l'actualité à la lumière de la Bible. Et pour nous éclairer, notre invité est le pasteur Moshe. Pasteur Moshe, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous, pasteur Moshe? Très bien par la grâce de Dieu. Pasteur Moshe, l'actualité, donc il y a 2 jours, des humanitaires ont été tués à Gaza par des drones. Et l'armée israélienne reconnaît cette faute. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation qui pourrait mettre à mal cette trêve qui est tant attendue? Je pense que Netanyahou ne veut pas de tranquillité, ne veut pas de trêve. Il cherche l'embrasement à tous azimuts. Pourquoi? Parce qu'il veut rester au pouvoir. Dès qu'il y a une forme de tranquillité, dans le pays, il y a des gens qui marchent tous les jours pour le mettre dehors. Ça va être vu par tous. Or, tant qu'il y a des exactions à gauche, à droite, des scandales à gauche, à droite, les gens ne parlent que de ce qui se passe à Gaza et au niveau politique intérieur, il est tranquille. Donc je pense que Netanyahou cherche toujours l'embrasement et bon, on va voir ce que ça va donner, hein. Ne pensez-vous pas que cela risque d'être contre-productif? Parce qu'on voit aujourd'hui Biden, est-ce que c'est une posture qui semble prendre ses distances par rapport à ce qui se passe en Israël? On a vu aussi le Conseil des Nations Unies qui a voté pour un cessez-le-feu. Donc 14 pays qui ont voté et les États-Unis se sont abstenus. Est-ce que ça peut être contre-productif pour Netanyahou? Ça peut être contre-productif pour Israël dans la suite. Mais Netanyahou joue un double jeu. Il y a le côté Israël, mais il y a le côté personnel. Et donc, on ne sait pas aussi. Netanyahou peut sentir que ce soit Biden ou pas, les États-Unis ne pourraient pas toujours continuer à soutenir Israël. D'ailleurs, bibliquement, c'est vrai aussi qu'à un moment donné, Israël sera seul face aux nations. Il ne sera pas soutenu comme il est aujourd'hui. Et donc, il peut se dire aussi, tiens, comme Macron le fait avec la Russie, il faut frapper avant. Macron veut faire les choses avant que Trump prenne le pouvoir, sinon ça va changer. Netanyahou aussi peut vouloir aller très loin avant que les États-Unis ne deviennent neutres face à Israël. Donc, peut-être il sent que dans l'avenir, les États-Unis ne seront pas autant pour Israël que maintenant et qu'il veut faire les choses vite. Pasteur Moshe, nous avons vu tous l'annonce du cancer de Kate Middleton. Qu'est-ce que vous pensez, puisque le monde a réagi à cette nouvelle? Qu'est-ce que ça vous inspire? Ça m'inspire deux choses. Premièrement, l'homme n'est rien du tout. Vous voyez, quelqu'un qui est censé avoir tout le bonheur du monde par rapport à sa taille, par rapport à son aspect physique, par rapport à sa position sociale, mais qui est malheureuse, puisque le cancer la ramène à la vérité que l'homme n'est rien, nous avons tous besoin de Dieu. Et deuxième chose, c'est dire aux jeunes filles par-ci par-là, attention à chercher le succès, à chercher les stars, à chercher ceci, parce que vous savez pas dans quoi vous entrez, parce que faut dire que la famille royale anglaise, c'est une famille hautement placée dans le satanisme aussi. Donc il faut faire attention à... Voilà. Puisqu'on a l'impression que la famille est frappée, puisque le roi aussi est atteint de cancer. Oui, mais selon les témoignages des ex-sorciers, Satan a l'habitude de régler des comptes par des cancers. Donc c'est quelque chose que tout le monde doit savoir, chercher le succès jusqu'à où, chercher la position sociale jusqu'à où. Donc, soyons simples, cherchons Dieu plutôt. Il est écrit, cherchez d'abord le royaume des cieux et vous aurez le reste par-dessus tout. Pasteur Moshe, la loi écossaise, il y a une loi écossaise qui est passée qui veut punir de plus en plus sévèrement les propos discriminants envers les personnes transphobes. Et notamment J.K. Rowling, qui est l'auteur de très connu Harry Potter, donc c'est des livres sorciers, qui en fait les frais. Est-ce que vous pensez que cette situation pourrait l'amener
à retrouver le bon sens, c'est-à-dire A changé de tourner vers Dieu. position. Ah mais non, elle persiste, elle signe. Et puis ce n'est pas d'aujourd'hui que J.K. Rowling est en train de critiquer ces histoires-là de transgenre. C'est pas d'aujourd'hui. Donc elle est vraiment déterminée dans cela. D'ailleurs, elle a dit que qu'on vienne l'arrêter. Quand ils ont sorti cette loi, elle a dit venez m'arrêter. Mais aux dernières nouvelles, c'est que ils comptent pas la poursuivre. Donc, c'est que je pense qu'ils ne veulent pas qu'elle soit comme une sorte de martyr qui va faire médiatiser l'affaire dans le sens contraire au courant que le satanisme veut nous imposer. Le satanisme veut nous imposer la pédophilie, le changement de genre, le libertinage sexuel tous azimuts, et ainsi de suite. Et si ils attaquent J.K. Rowling, ça va créer peut-être un vent contraire. Et je crois qu'ils ont fait la loi qui va frapper d'autres personnes, pas des gens célèbres. D'accord. Pasteur Moshe, nous passons à notre deuxième sujet, ce sont les attentats en Russie. La question est toute posée, c'est qui est derrière? Qui est derrière ces attentats? Donc, nous savons tous que la Russie est l'un des pays qui a subi le plus d'attentats depuis ces dernières 40 années, contrairement aux autres nations, et personne n'en parle. Alors, il y a pas mal d'hypothèses qui circulent. Est-ce qu'on connaîtra la vérité? On a vu récemment le ministre de la Défense russe qui dit qu'il espère que la France n'est pas derrière cela. Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est difficile ces choses-là parce que le problème, c'est toujours de savoir à qui profite le crime. Et quelqu'un pourrait dire aussi que la Russie peut avoir voulu cela pour pouvoir Légitimer en quelque sorte aussi. ameuter sa population, dire ben voilà, levons-nous et controns l'Ukraine et les Occidentaux. Ça peut venir du camp occidental parce qu'il veut dire à Poutine que ce soit par guerre conventionnelle ou par terrorisme, nous t'aurons. Parce qu'il y a un général, justement, le général Milley, un général américain, qui a dit qu'à un moment donné, il va falloir porter la guerre sur le front intérieur. Voilà, donc effectivement, et avec les États-Unis, tout est possible puisque c'est eux qui ont fait détruire Nord Stream. Biden avait prévenu que si les accords continuent avec les Allemands, ils détruiront Nord Stream. Nord Stream le gazoduc a été détruit. Et quelqu'un avait dit à l'époque de la révolution islamique dans les années 90 en Algérie, c'est curieux que les islamistes se sont attaqués à toutes les sociétés sauf aux sociétés américaines. Voilà. C'est ce qu'on peut dire aussi aujourd'hui. On dirait les gens de l'ISIS, là, l'organisation, l'État islamique, eh ben, s'attaque à tout le monde sauf aux Américains. Donc, ils ont eu le 21 septembre, enfin... Non, mais ça, c'était pas... Le 11 septembre. Mais c'était pas l'État islamique, ça. Et bon, quoique le 11 septembre, c'est un autre dossier. Il y a Thierry Messan qui a fait toute une sorte de dévoilement concernant le 11 septembre. Mais c'est curieux. Donc, on peut penser que c'est aussi probablement les Américains avec les Français. Il y a Victoria Nuland qui avait promis à Poutine des surprises. Donc tout ça, ça pose comme question, est-ce que ce sont juste des prophéties autoréalisatrices, comme ça, un effet de circonstances, ou il y a des enjeux réels qui sont derrière? Je pense que les Occidentaux emploient le cynisme. Vous savez, quand vous avez affaire à quelqu'un qui est organisé, qui fait les choses studieusement, il faut trouver un moyen de le déstabiliser. Je pense que ils feront tout ce qu'il faut pour que Poutine sorte de ses gonds et fasse n'importe quoi. C'était la question qui venait derrière. Est-ce que vous pensez que cette action, cette attaque, c'est pour provoquer la Russie, pour pousser Poutine à la faute? C'est possible. C'est parce que, comme il résiste, son économie a résisté, contrairement à ce que pensait Bruno Le Maire, et c'est nous qui sommes en difficulté. Comme il a organisé bien son armée pour faire face à cette guerre, il faut chercher des moyens de le titiller à gauche, à droite voilà, pour qu'il se gratte, pour qu'il fasse quelque chose de grave, qui crée un désordre. Au fait, quand on voit ce qui se passe à Gaza,
et dernièrement aussi le bombardement de l'ambassade iranienne. Quand on voit ça et qu'on voit ce qui se passe en Ukraine, on se dit, il y a un camp qui veut une guerre mondiale. Il y a le camp des Occidentaux qui veut une guerre mondiale. Puisque, pour rejoindre un petit peu ce que vous dites, il y a certains qui disent, certains pro-Macron, qui disent que Macron a tout intérêt justement à pousser à cette escalade militaire, puisque ça l'autoriserait à rester, si jamais la France était en situation, ou l'Europe était en situation de guerre, ça l'autoriserait à rester encore au pouvoir, parce qu'il y a la guerre. Comme Netanyahou, même chose. Donc, il y a des gens qui veulent la guerre, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, en Occident, en Israël. Il y a des gens que la guerre arrange. Voilà, ça c'est ce qu'on peut observer. Est-ce que vous avez depuis un certain nombre de mois, est-ce qu'on a seulement entendu une seule fois parler de négociations? On ne parle plus de négociations, que ce soit par rapport à Gaza, que ce soit par rapport à l'Ukraine. Or, de tout temps, il y a toujours eu des négociations quand il y a des guerres. Pas de négociation, il y a vraiment un camp qui veut que la guerre. Comme c'est écrit dans un des psaumes, moi je veux la paix, mais eux ils veulent tout le temps la guerre. Pasteur Moshe, nous passons à notre troisième sujet. Donc je vous invite à regarder cette vidéo et ensemble, nous allons commenter ensuite. Une rencontre inimaginable il y a quelques mois et une poignée de main symbolisant un nouveau chapitre dans l'histoire politique du Sénégal. Jeudi, accompagné par son mentor Ousmane Sonko, l'homme qui sera le 5e président du pays, Bassirou Diomaye Faye, a rencontré le président sortant Macky Sall au palais présidentiel. Une rencontre pour discuter des grands dossiers de l'État ainsi que de la cérémonie de passation de pouvoir. Devant les caméras, les trois hommes posent ensemble, souriant. Ils ne laissent rien paraître de leur passé conflictuel. Pendant 3 ans, le président entrant ainsi que son mentor ont livré un combat farouche contre la politique de Macky Sall. Après un passage en prison, l'ancien chef du PASTEF a épaulé la candidature de son protégé jusqu'à la victoire du 24 mars. Maintenant, beaucoup attendent de voir quel rôle lui sera accordé dans le nouveau gouvernement. La passation de pouvoir devrait avoir lieu le 2 avril, la date officielle de la fin de mandat de Macky Sall. Pasteur Moshe, qu'est-ce que vous inspire cette élection de ce jeune Diomaye Faye? Premièrement, quand il y a des gens déterminés, on obtient toujours quelque chose. Donc, ce qui manque dans des causes, c'est des gens déterminés. Et ces deux personnes ont été déterminées malgré les persécutions, les licenciements, les emprisonnements. Et ils ont tenu bon. Mais quand vous parlez de détermination, le fruit ne sera pas forcément vu par celui qui combat. Ça peut être ceux qui viendront après. On a vu certains opposants politiques dans certains pays africains où les générations ont combattu, mais ce sont les gens derrière qui ont... Mais sauf que là, c'est pas seulement les deux qui sont déterminés. Voilà. De plus en plus, en Afrique, notamment de l'Ouest, le peuple est déterminé. Voilà, à vouloir changer les choses. Donc, alors que ce dont vous parliez concerne peut-être des politiciens qui sont déterminés alors qu'on a affaire à un peuple un peuple, voilà, léger. Voilà. Là, en Afrique de l'Ouest, nous avons des gens, la population est déterminée à voir à faire valoir leur dignité. Voilà, donc que le pays soit dirigé par des gens sérieux. Et la deuxième chose, c'est que la France est en train de perdre son influence en Afrique. Est-ce que vous pensez que c'est une révolution, cette élection est une révolution en Afrique subsaharienne, francophone, et une rupture avec le néocolonialisme? Oui, puisque c'est des gens que les néocolonialistes ne voulaient pas qu'ils soient à cette place-là. Et ils ont tout fait, même vouloir retarder les élections. Ils ont usé de tous les moyens possibles pour empêcher que ces deux messieurs arrivent au pouvoir, mais ils ont échoué. Donc on voit bien que la France n'a plus le même pouvoir qu'il avait autrefois en Afrique. Est-ce que, on va revenir sur le sujet, mais ça nous éloigne un peu, parce qu'un des sujets aussi de conflit entre la France et la Russie, c'est que la France perd du terrain en Afrique, elle est en perte de vitesse, mais la Russie gagne du terrain. Est-ce que vous pensez que ça a un lien aussi avec ce qui peut générer... C'est faux d'accuser la Russie.
C'est les Africains qui vont chercher la Russie pour les défendre du terrorisme soutenu, organisé par la France contre les pays qui revendiquent leur souveraineté. C'est pas la Russie qui est en train de vouloir reconquérir. Vous savez, les Russes sont 143 millions, ils sont pas nombreux. Ils peuvent pas avoir en eux une volonté de conquête mondiale. On ne conquiert pas le monde avec 143 millions de personnes. Il faut sa sécurité intérieure. Le pays lui-même, il est grand. La Russie, elle est grande. 17 millions de kilomètres carrés. Donc, la vraie histoire, c'est que c'est les Africains qui se disent, au moins avec les Russes, ils prendront des choses chez nous, mais ils ne domineront pas sur tous les plans. Voilà. Et nous aurons une forme de liberté d'autodétermination, dans l'autodétermination que nous n'avons pas avec la France-Afrique, avec la France. Pasteur Moshe, on voit avec l'accession au pouvoir de ces jeunes dans différents pays d'Afrique qui suscitent beaucoup d'espoir aussi pour les populations, puisqu'ils promettent l'indépendance, ils promettent de rendre le pouvoir au peuple, mais quelle serait grande la désillusion de voir que ces gens-là n'accomplissent pas finalement. Donc on espère vivement qu'ils puissent avoir les ressources nécessaires pour pouvoir améliorer la qualité de vie de ces personnes. Du moins, comment dire, il y a une confrontation qui sera directe entre Africains. Voilà, ça ne sera pas une confrontation contre des grandes nations occidentales. Là, c'est Afrique contre Afrique. Le paradigme change, il fallait que ça change. Donc, du moins que ça change ainsi, c'est déjà pas mal. Et le reste, il faut garder la vigilance. Pasteur Moshe, nous passons à un autre sujet, donc les élections européennes. On n'en parle pas suffisamment, pourtant on sait aujourd'hui que c'est l'Europe qui décide de toutes les politiques agricoles et autres encore. Alors pour vous, quels sont les enjeux et pourquoi il semble qu'on n'en parle pas suffisamment? Mais on n'en parle pas suffisamment pour éviter que les gens viennent voter et votent contre ce que les dirigeants de ce monde et de ce pays veulent. Parce que si les gens se mobilisent pour aller voter, ils ne voteront pas pour Macron et son équipe. Ils voteront pour des gens comme le Front National, le Rassemblement National, les Républicains, voilà. Et ça ne va pas arranger, ça va pas trop arranger les gens du nouvel ordre mondial qui ont établi Macron. Pasteur Moshe, nous passons à notre dernier sujet, donc Info Chrétienne. Donc à l'occasion de la Pâque, on a vu une recrudescence de baptême dans le milieu catholique un certain retour vers le sacré, vers la foi. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que les gens prennent conscience de l'état du monde? Les gens en ont marre de se faire dominer par des courants qui viennent d'ailleurs. L'islam par-ci, les choses des États-Unis par-là, les choses de l'Afrique de l'autre côté. Donc les Français deviennent comme de l'eau qui prend la couleur de la teinture qu'on y met. Et de plus en plus, des penseurs français, des philosophes français réclament le retour au sacré, que l'athéisme a banni de la France, qui fait que la France devient un pays sans âme. Les gens disent non, un pays doit avoir une couleur, doit avoir une âme. Et de plus en plus, les gens ne sont plus d'accord qu'on exclut la spiritualité de la vie française. Nous étions dernièrement, il y avait eu concert de notre chorale dans une maison de retraite et une dame qui était venue visiter son parent a entendu les chants de la chorale qui parlaient de Jésus clairement. Elle a commencé à crier, à dire non mais c'est la laïcité. Elle voulait ameuter les gens mais personne ne l'a écouté, personne ne l'a suivi. La directrice ne l'a pas écouté, ne l'a pas suivi parce que les gens ne veulent plus qu'on bâillonne la spiritualité. Voilà, ils se rendent compte que le manque de sacré crée un désordre total. L'homme n'a pas été créé pour être comme un robot, un animal ou bien un objet, une chaise qui est sans âme. Voilà, l'homme a une âme, a une transcendance. Vous évoquiez tout à l'heure l'islam.
quel lien vous faites entre la recrudescence de ces baptêmes, des gens qui reviennent à la foi, même si c'est catholique, qui ne sont pas dans la vérité, et l'islam? Qu'est-ce que vous faites comme lien? Est-ce que vous pensez que plus l'islam grandit, et ça prend de la place spirituellement aussi Parce que les jeunes qui sont chez eux, dans des familles françaises, ils parlent à papa de Dieu. Papa dit, je n'en veux pas. Je ne veux pas entendre parler de ça. Ils parlent à maman de Dieu. Ah non, 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 non. Nous, on est c'est l'athéisme, c'est la laïcité mal comprise. Voilà, tout ce qu'on veut. Ces gens-là, ils entendent parler de Dieu ailleurs. Ils ont soif. L'être humain a été créé pour être en contact avec Dieu. Il a une substance à lui qui l'attire à Dieu. C'est comme quand on respire. Nous avons été créés pour respirer. Donc quand tu manques de la respiration, tu t'étouffes. Donc sans Dieu, les jeunes s'étouffent, ils se sentent pas bien. Et ils embrassent maintenant le courant qui est dominant dans leur environnement. À l'école, c'est l'islam. Voilà, dans le sport, c'est l'islam. Ils embrassent ce courant-là. Et donc, à un moment, les Français se disent non, ça suffit. Ça suffit. Nous avons nos racines. Nous devons y retourner. Et c'est ce qui explique donc cette recrudescence de baptême chez les catholiques, ainsi de suite. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire, puisque finalement, ils ne sont pas dans la vérité, ces gens, malheureusement? Malheureusement, ils retournent dans le catholicisme qui lui-même est un faux mouvement qui éloigne les gens de Jésus, mais qui les inclut dans une forme de secte mondiale. Mais dans toute chose, il faut reconnaître qu'il y a des étapes. Peut-être ça, c'est la première étape pour beaucoup. Retourner dans ce qu'ils ont toujours connu. Et je pense que la prochaine étape, ça sera qu'ils rencontrent vraiment Jésus, qui est le seul qui peut sauver. Pasteur Monché, sur ces paroles, je vous laisse conclure au regard de tout ce que nous avons évoqué. La conclusion, c'est que nous ne sommes pas loin d'une troisième guerre mondiale. Les éléments montrent que il y a une volonté d'embrasement mondial. Selon la devise des francs-maçons, Ordo ab chaos, on met le chaos d'abord, ensuite on vient mettre de l'ordre. Nous disons aux gens, réveillez-vous, comprenez que nous nous dirigeons vers une dictature mondiale, une guerre mondiale, le salut ne se... Et par rapport à tout cela, le salut ne se trouve qu'en Jésus-Christ seul. C'est lui l'arche d'aujourd'hui dans laquelle nous pouvons nous réfugier pour être protégés, être en paix et surtout avoir le salut éternel. Chers amis, c'est sur ces paroles que nous arrivons à la fin de notre émission et nous vous disons à très bientôt.